Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Connect, le live 100% objets connectés. Toutes les semaines, un ou plusieurs invités viendront nous parler des nouvelles tendances, des nouvelles sorties, mais aussi de l'actualité du marché. Et en fin d'émission, une start-up viendra nous présenter son objet connecté. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes un peu monsieur objet connecté, vous êtes journaliste sur France Info, où vous animez quotidiennement la chronique Nouveau Monde, et sur 01net TV où vous présentez plusieurs émissions dont le JTech en tandem avec François Sorel. Alors aujourd'hui on va parler des dernières tendances de la fin de l'année en matière d'objets connectés, mais avant toute chose, c'est quoi exactement un objet connecté ? Eh oui, c'est une bonne question parce que ça englobe beaucoup de choses, en fait, un objet connecté. On va dire que c'est un objet qui communique avec un smartphone, le plus souvent avec une application dédiée, et avec Internet, où il va envoyer des informations en masse, souvent, que l'on pourra ensuite consulter de n'importe où. Mais je dirais qu'il y a deux types d'objets connectés. Il y a des choses typiquement comme, par exemple, une montre connectée, c'est un peu nouveau, un bracelet connecté, comme celui que j'ai ici, qui sert de podomètre, etc. Je pourrais vous en reparler après. Ça, c'est des produits nouveaux en quelque sorte, parce qu'on vivait très bien sans les avoir jusqu'à présent. Et puis maintenant, voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais je trouve que c'est plutôt pratique. Ça a créé de nouveaux usages. Et puis, il y a une autre famille d'objets connectés qui est assez étonnante, c'est que ce sont des objets du quotidien, des objets courants, des objets de la maison, qui ont été réinventés en quelque sorte. On leur ajoute maintenant une couche de connectivité, une couche d'intelligence, pour qu'ils puissent faire encore plus qu'avant, la même chose mais mieux, typiquement un pèse-personne, un tensiomètre, un pèse-bébé, une brosse à dents, une fourchette, etc. C'est des objets de tous les jours auxquels on rajoute de la connectivité. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, on va maintenant parler des nouvelles tendances. Qu'est-ce qu'il va y avoir sous le sapin à Noël ? Ah, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir commander au Père Noël ? Vous nous avez amené des petits objets, je crois. Oui, je pense que d'une manière générale, on va trouver encore beaucoup, à mon avis, des bracelets. Parce que les bracelets, alors, il y en avait déjà l'an dernier sous le sapin de Noël, mais ça continue, c'est vraiment une tendance de fond. Toutes les grandes marques aujourd'hui lancent leurs bracelets. Au début, c'était des startups, maintenant c'est LG, Samsung, Sony, tout le monde y va. On commence à s'habituer, on commence à comprendre ce qu'on peut faire avec, etc. Et en plus, c'est des budgets, c'est typiquement un budget cadeau, quoi. Ça coûte entre 100 et 200 €. Donc le bracelet, à mon avis, se porte bien. Au-dessus du bracelet, vous avez la montre, qui fait encore mieux. C'est-à-dire qu'elle va faire bien souvent la même chose, compter le nombre de pas que vous faites chaque jour. Il faut faire 10 000 pas par jour pour être en forme, selon l'OMS. On brûle combien de calories en 10 000 pas ? Alors ça dépend, je ne sais plus exactement combien ça fait en termes de calories, ça dépend aussi de la morphologie de chacun, mais il faut faire 1 heure de sport, 10 000 pas pour être en bonne santé. Je ne suis pas coach sportif, mais ça je l'ai retenu. Et donc ça, la montre va le compter, mais en plus la montre évidemment, elle a un grand écran, donc c'est plutôt sympa et on va pouvoir prendre des appels téléphoniques, lire ses SMS, lire ses messages. Les montres, il y en a à tous les prix aujourd'hui. Ça démarre à 200 €, mais je dirais qu'il ne faut pas aller trop dans les produits bas de gamme parce qu'on risque d'être déçu. Et puis on attend la fameuse Watch d'Apple, mais qui ne sortira pas à Noël. Elle ne sera pas disponible avant début 2015, premier trimestre probablement. Est-ce que le bracelet va pas passer de mode pour justement acheter des montres ? On peut se poser la question effectivement, mais encore une fois, c'est pas le même budget. Je dirais pas que c'est complémentaire parce qu'effectivement, l'un souvent remplace l'autre. La montre, si elle a toutes les fonctions, elle va remplacer le bracelet. Mais les bracelets ont quand même un avantage, c'est qu'ils étaient là depuis le début et ils font bien les choses. Par exemple, celui-là, moi, je peux le citer, c'est le Hub 24 de Jawbone. Jawbone, c'était le tout premier bracelet connecté sur le marché et on sent qu'ils ont déjà de l'avance. Leur appli mobile est super et il fait vraiment des choses bien. Il peut vous réveiller le matin en vibrant, en calculant quelle est la meilleure fenêtre de tir pour vous réveiller en fonction de vos cycles de sommeil pour que ça ne vous interrompe pas au milieu d'un cycle de sommeil parce que c'est là où, comme ça qu'on ne se sent pas bien après dans la journée. Donc les bracelets ont quand même d'une certaine manière une avance technologique, ça c'est pas mal. Vous parliez d'application, un objet connecté fonctionne forcément avec une application ? Très souvent, il y a une application dédiée et c'est important parce que la qualité de l'application fait également la qualité de l'objet.
C'est-à-dire qu'une application mal dessinée, mal designée, mal pensée, brouillonne, qui ne donne pas toutes les informations qu'on aimerait voir, eh bien, ça va faire un mauvais objet connecté, en fait. Et effectivement, l'avantage, c'est que ça, on l'a toujours sur soi. Et donc, c'est le partenaire idéal de l'objet connecté. Pourquoi? Parce que là, il y a un écran. Là, vous n'en avez pas. Et sur beaucoup d'objets connectés, il n'y a pas d'écran. Donc, c'est vraiment ça qui sert d'interface. Alors finalement, le smartphone se transforme un peu en télécommande universelle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien, ça a des limites? Moi, je ne porterai pas de jugement de valeur, mais ça, oui, c'est fantastique. C'est un champ formidable qui s'ouvre, parce que les objets connectés, aujourd'hui, c'est également dans la maison. Ça va être tout ce qu'on appelait avant la domotique, qu'on appelle aujourd'hui plutôt la maison connectée, ça fait plus chic. Et c'est piloter ses volets roulants, piloter son éclairage, piloter des choses vraiment usuelles, hein, dont on a besoin, et tout ça avec le smartphone. Alors, vous me demandez si c'est bien ou pas bien. Je pense qu'il y a du bien et du moins bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très convivial, c'est très facile, puis ça multiplie les possibilités. Je ne suis pas chez moi, mais je sais qu'il vient de rentrer chez moi, ou je peux déclencher le chauffage, etc. L'inconvénient, je pense qu'en termes d'interface, ça a quelques limitations. C'est-à-dire que il y en a encore qui ne sont pas à l'aise avec ça, soit des très jeunes enfants, soit des personnes beaucoup plus âgées. Pour eux, c'est sans doute un peu plus dur qu'un truc avec des bons gros boutons à l'ancienne, qui étaient souvent plus faciles à utiliser. Et en même temps, peut-être que quand les objets connectés seront vraiment démocratisés, les personnes âgées seront également éduquées et auront tout un smartphone. Elles auront baigné là-dedans, donc ça ne leur posera plus de problème. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre? Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Il y a des choses assez intéressantes, comme par exemple les produits pour la maison. Ça, c'est un truc qu'on utilise tous. C'est une balance, c'est ça? C'est une balance, c'est un pèse-personne, qui est plutôt joli. C'est français, c'est WeThings, la marque française WeThings, qui a été l'une des premières à se lancer là-dessus. Et indépendamment de son design, qui est encore une fois plutôt pas mal, eh bien, elle va vous permettre de suivre votre poids jour après jour. Mais avant, quand on voulait faire ça de manière un petit peu suivie, parce qu'on essayait de perdre du poids ou on avait des objectifs de santé très précis, il fallait noter sur un petit carnet. Alors, mercredi, je pesais tant, jeudi, je pesais tant, à telle heure, etc. Et là, évidemment, c'est l'avantage de l'objet connecté. Tout part dans le cloud. Je récupère tout sur mon smartphone. C'est conservé ad vitam aeternam. Je peux le consulter également sur le web. C'est super. En plus, celle-là, elle va plus loin. C'est-à-dire que dans la première génération, ça faisait que le poids. Et la nouvelle version permet en plus de mesurer le taux de CO2. Si vous le mettez dans une chambre, c'est pratique. Ça permet de savoir si vous n'avez pas aéré la chambre suffisamment longtemps. Donc, ça vous indique qu'il faut vite ouvrir la fenêtre pour renouveler l'air. Ça mesure également, par un procédé assez astucieux, l'indice de masse, voilà, c'est ça, l'indice de masse corporelle, l'indice de masse grasse, etc. Non, c'est vraiment pas mal. De connaître leur indice de masse corporelle. Je pense que quand on essaie, par exemple, de perdre un peu de poids, ouais, ça fait partie des paramètres qu'on a envie de suivre, effectivement. Et puis après, on voit tout ça sur des courbes qui sont assez motivantes quand elles descendent, qui sont déprimantes quand elles remontent, évidemment. Alors, vous parliez du cloud. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une limite à un moment donné dans les données personnelles? Est-ce que les gens ont un peu peur justement que leur poids, que leurs habitudes alimentaires soient dans le cloud quelque part? Je crois qu'aujourd'hui, on ne s'en soucie pas encore vraiment parce qu'on découvre encore ces objets. Même les entreprises qui les fabriquent tâtonnent, hein, mine de rien, elles sont en train d'ouvrir un nouveau marché. Mais c'est un vrai problème, c'est une vraie question, en tout cas, avant peut-être d'être un problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces données? Moi, je n'ai pas envie, effectivement, que tout le monde sache combien je pèse jour après jour. Alors, il y a les informations basiques, c'est-à-dire que moi, sur mon appli, je vais désactiver les notifications Facebook et Twitter, par exemple. D'autres personnes, dans un petit groupe d'amis, au contraire, préféreront peut-être communiquer ce type d'informations. C'est bien aussi qu'on ait le choix. Mais après, s'ils sont des informations... ce sont des informations qui, de toute façon, vont partir sur les serveurs, en l'occurrence de WeThings, mais d'autres marques, etc., de Jawbone ou autres. La question se pose de savoir ce que ces entreprises font avec nos données personnelles. Officiellement, ces données sont anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mon nom, hein, mon nom n'est pas attaché à cela. Les données telles quelles sans être associées à un compte d'utilisateur de qui que ce soit. Voilà, exactement. Et puis ça, là je vous parle de marques françaises, ou en tout cas, bon ça c'est une marque américaine, mais elles sont relativement encadrées, on sait à peu près où elles vont, elles se conforment à la législation française, etc. En France, il y a la CNIL qui veille à l'utilisation des données personnelles. Mais on a très peur aujourd'hui que, des entreprises peu scrupuleuses
ne se conforment pas du tout à ces règles-là et que 2, les pouvoirs publics n'aient pas les moyens de vérifier, contrôler tout ça. Parce que si demain, vous donnez des tas de détails sur votre vie à une sombre marque chinoise, je n'ai rien contre les marques chinoises, il y en a d'excellentes, mais enfin lointaines, on va dire, sur laquelle on peut avoir plus difficilement du contrôle, là, ça va poser des problèmes de données personnelles, ouais, de vie privée, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va rester avec WeThings. Bon, oui. Ils sont un peu leaders et puis surtout précurseurs dans leur domaine. Donc, ils ont sorti aussi ce truc-là qui est un tensiomètre. Donc, pour les personnes qui ont besoin de prendre leur tension régulièrement, on connaît. Voilà, oui, oui. Alors ça, c'est important parce que tous ces objets cultivent énormément le design, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont sur la lancée. Alors, c'est en partie des produits high-tech, et l'high-tech aujourd'hui va vers le design, sous l'influence d'Apple, etc. C'est très important, c'est un élément qui donne envie aux gens d'acheter. C'est pour rassurer aussi les consommateurs, c'est simple, oui, c'est lisse, exactement. C'est pas compliqué à utiliser. Et ça, c'est amusant parce que c'est une tendance complètement inverse de ce qu'on constatait il y a quelques années. Enfin, moi, quand j'étais jeune, les trucs qui faisaient moderne, c'est les montres, parce qu'il y en avait déjà des montres électroniques. Plus il y avait de petits boutons, et plus, ouais, ça faisait moderne, technique, c'était génial, ça faisait brancher. Aujourd'hui, c'est le contraire, on veut plus, on en a marre des boutons, on en a marre de l'informatique compliquée, on veut des choses simples, lisses, donc la plupart de ces produits n'ont pas de boutons. Là, le tensiomètre, donc, je ne vais pas vous faire la démo complète, mais on l'enfile, on le met sur son bras, il y a un bouton. En tout et pour tout, il y a un unique bouton qui est ici. Dès que je l'allume, il se connecte en Bluetooth à mon smartphone et automatiquement, il va lancer l'application. Je clique pour prendre une mesure, il prend la mesure. L'application me donne aussi même des conseils presque médicaux, enfin en tout cas liés à la prise de tension pour faire les choses correctement. D'accord. Voilà. Alors, donc ça, c'est, on va dire, pour la maison. Ouais. Alors ça, oui, ça c'est un truc de fou. Ça, c'est Mother. Alors, c'est pas une barbe à papa. Vous savez, ça rappelle un peu hein, le dessin animé Barbe à papa. Ça aussi, c'est français. Parce que les Français sont pas mauvais dans les objets connectés. Ils font beaucoup de trucs. Ils ont démarré très vite. J'espère qu'ils vont conserver leur avantage. Le monsieur qui a fait ça, c'est Rafi Aladjian, qui avait déjà fait le lapin Nabastag il y a quelques années. On en avait beaucoup parlé à l'époque, etc. Bon, qui a eu un grand succès, en tout cas un succès d'estime, même si malheureusement Nabastag s'est arrêté, etc. Et Mother, ça fait quoi? L'objectif, c'est de transformer à la maison des objets non connectés en objets connectés, grâce à ce qui va avec et qui s'appelle les motion cookies. D'accord. Comment ça marche? Alors, donc là, j'en avais un dans ma poche, vous voyez. Pourquoi je l'avais dans ma poche? Parce qu'en l'occurrence, celui-là, je m'en sers comme tracker d'activité, savoir combien de pas j'ai fait par jour. Comme les bracelets. Exactement, comme les bracelets. Parce que je l'ai paramétré pour faire ça. Mais la particularité, c'est que je peux aussi en mettre un sur la brosse à dents de mes enfants pour vérifier qu'ils se brossent bien les dents. Je peux en mettre un sur ma porte d'entrée pour savoir chaque fois qu'on ouvre la porte, ça veut dire que quelqu'un rentre ou sort. Et automatiquement, je reçois une notification sur mon smartphone. Je peux en mettre un, alors il y a plusieurs applications comme ça, je peux en mettre un sur ma cafetière, mon expresso, pour savoir... limiter la consommation? En tout cas, pour compter. D'accord. Et en fonction, je décide si c'est trop, pas assez. Ça peut aussi me dire qu'il y aura bientôt plus de café, qu'il faut que je pense à en recommander, etc. Et ça, c'est moi qui le décide. C'est-à-dire que quand j'achète la Mother avec, il y a 4 motion cookies livrés avec, l'ensemble coûte à peu près 300 €, c'est pas donné. Hein. Et les 4 Mother, les 4 cookies, je vais les utiliser tels que je veux. C'est un peu plusieurs objets connectés en un. Oui, c'est ça. Enfin, puis ça porte bien son nom Mother parce que c'est la mère des objets connectés et c'est elle qui fait le relais. Donc je la branche sur ma box Internet. Afin qu'elle puisse se connecter à Internet. Dans ce cas-là, elle a les yeux et la bouche qui s'allument. Là, je ne peux pas vous les montrer. Et ensuite, je place mes cookies là où je veux. Je vais sur l'interface web. Je sélectionne les applications qui m'intéressent en fonction de ce que je veux contrôler. Je paramètre, je mets mon nom, mon prénom, etc. Et le tour est joué. C'est plutôt malin. Honnêtement, je ne suis pas certain que ce sera un énorme succès commercial. Parce que c'est un petit peu un truc de geek. Il faut aimer, ou en tout cas, c'est un truc de... Voilà, il faut avoir envie de paramétrer soi-même son système. Je n'offrirai pas ça à ma maman. Je pense qu'elle serait un peu désemparée face à ça. Mais si on est attiré par ces trucs-là, c'est génial. C'est un kit, en fait. Alors, on va parler peut-être lampe maintenant. Je vois qu'il y a une ampoule. Voilà, toujours pour la maison. Alors ça, c'est une ampoule. Playbulb, oui. Exactement. Donc, c'est une ampoule connectée. Alors, c'est drôle, il y a beaucoup de choses en matière d'éclairage dans les objets connectés. De toute façon, ça rejoint... c'est toujours dans la notion de... plaisir, loisir, santé, confort.
beaucoup de confort. Donc ça, c'est une ampoule qui, grâce à l'appli mobile associée, on va pouvoir changer la couleur, l'éclairage, donc créer des ambiances particulières. Elle a une spécificité. Et on peut aussi envoyer de la musique. D'accord. Donc ça peut servir aussi de haut-parleur et en plus elle peut réagir. Ouais. Il y a plusieurs marques qui font ça. Il y a une autre marque française qui s'appelle Awox qui fait un truc un peu dans le même genre, qui est pas mal. Il y a Philips aussi qui s'était lancé très tôt sur les éclairages connectés. C'est vraiment des systèmes d'ambiance. Ça éclaire pas énormément, c'est à LED, mais c'est assez sympa. Il y a même Awox a sorti récemment une ampoule qui diffuse des odeurs. Vous pensez que dans quelques années, on n'aura plus de chaîne Hi-Fi, tout sera incorporé, ce sera la musique? musique? Vous avez encore une chaîne Hi-Fi, vous? Parce que moi, j'en ai plus depuis longtemps. Non, c'est vrai, j'ai des enceintes, mais j'ai pas de chaîne Hi-Fi. Oui, mais je pense qu'on n'a déjà plus de chaîne Hi-Fi. Alors, vous parliez des objets usuels du quotidien, qui finalement ne sont pas des innovations de rupture, mais qui incluent de la connectivité. Alors ça, c'est le cas de Woody Buddy. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un sweat avec des oreillettes à l'intérieur. Donc c'est plutôt malin. Je ne sais pas où elles sont passées, les oreillettes, mais elles sont par là. Eh bien oui, bien sûr. Donc, on le porte et on l'enfile et ça évite de rajouter un casque. Alors, là, c'est connecté, mais ce n'est pas de la haute technologie. C'est-à-dire que, OK, c'est connecté en Bluetooth, ça me permet d'écouter la musique de mon smartphone. Il y a un bonnet aussi, comme ça, qui fait à peu près la même chose, avec des oreillettes intégrées. Ça a une vraie utilité parce que ça permet de... Enfin, on n'est pas obligé de se trimballer avec des fils qui s'en mêlent, dans les etc. écharpes. Voilà, et tout. Puis c'est sympa, c'est branché. En plus, le truc est bien fait parce qu'on peut l'enlever pour passer le sweat à la machine. Parce que de temps en temps, ça se lave, un sweat, surtout quand c'est des ados qui le portent. Mais c'est pas un nouvel usage. Oui. On n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Le but du jeu, c'est d'écouter de la musique, tout simplement. C'est un côté pratique et c'est un côté... Et c'est juste, en fait, des oreillettes Bluetooth, ce qui n'est pas très nouveau en soi. Mais c'est vrai que ça fait partie de la grande famille des objets connectés, absolument. Alors, il y a des questions d'internautes. Un internaute demande quels sont les objets connectés les plus plébiscités par les consommateurs. Alors, c'est une bonne question, parce que pour l'instant... je crois qu'il y a eu un sondage il y a quelques mois qui disait que les Français, il y avait quand même déjà un Français sur deux, une famille française ou un Français sur deux, qui avait déjà des objets connectés à la maison. Et ce qui plaît le plus, c'est tout ce qui est pratique. Mais quand on interroge les gens, ils répondent pratique, même s'ils ne pensent pas à des choses en particulier, même si c'est des choses qui n'existent pas encore. Mais l'aspect pratique, quel service ça peut me rendre, ça intéresse les gens, c'est normal. C'est-à-dire ça peut être santé. Donc ça peut être tout ce qui est plutôt domotique. Alors la santé vient juste après, mais par exemple domotique, aujourd'hui vous avez des box qu'on branche sur la box de son opérateur qui permettent de faire plein de trucs dans la maison, contrôler le chauffage, contrôler les volets roulants si on a des volets roulants, évidemment piloter des caméras de surveillance. Ça marche via le smartphone? Et tout ça se pilote avec ça, même la machine à laver. À distance, donc on peut être du bureau, décider de tout à fait. Lancer la machine à laver. Voilà, la machine à laver. Alors, machine à laver connectée, on peut se dire, oui, bon, à quoi ça sert la machine à laver connectée? Moi, j'en ai essayé une. Non, c'est pas mal parce que, indépendamment du fait que vous êtes dans le canapé et vous savez où en est votre linge, bon, je ne suis pas sûr qu'on passe sa vie à regarder où en est sa lessive, mais bon, ça permet, par exemple, de programmer une machine. Vous partez le matin, vous programmez votre machine, mais pour éviter qu'elle reste trempée toute la journée, vous ne la mettez en route qu'à 17h, et comme ça, le soir, vous arrivez, la machine se termine, et c'est à ce moment-là que vous pouvez l'étendre, parce qu'elle ne l'étend pas toute seule, malheureusement. C'est très pratique, effectivement. Ouais. Alors, un autre internaute demande, les objets connectés sont-ils un effet de mode ou une évolution structurelle ? Il y a clairement, je pense, aujourd'hui un effet de mode. Et tant mieux, c'est ce qui lance. Il y a un véritable engouement. Il y a un effet de mode avec le côté pervers, c'est qu'on va trouver, ça on les voit déjà un petit peu arriver, des vrais faux objets connectés, c'est-à-dire la moindre cochonnerie, on rajoute une puce à l'intérieur, on vous dit oui, c'est super, c'est connecté, ça fait marketing et ça permet de vendre. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il y a une vraie tendance de fond. C'est-à-dire que demain, mais moi ça ne me viendrait plus à l'idée d'utiliser un PES-personne qui n'est pas connecté. Ce serait aberrant de revenir à un vieux système. Donc je pense que non, on est vraiment sur une tendance de fond. Ouais. À l'heure actuelle, les fabricants, ils ne sont pas un peu en avance finalement sur les consommateurs? Est-ce que les gens sont prêts à acheter des objets connectés ou ils s'informent toujours? Non, il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas encore entrevu toutes les possibilités qui existent. Et puis il y a
alors après, c'est pareil, ça dépend des gens, mais vous avez des gens qui vont trouver ça absolument génial, et puis d'autres qui vont dire, ça va, c'est gadget, j'en ai rien à faire, etc. Souvent, c'est jusqu'au moment où ils l'essayent. Parce que quand ils l'ont essayé, ils disent « Ah ouais, ça c'est pas mal. Quand je vais faire du sport, au moins, je ne cours pas comme un fou sans savoir. Je sais combien de pas j'ai fait, combien de temps j'ai couru, même quel parcours j'ai fait, mon battement cardiaque, ma fréquence cardiaque, etc. » Donc, votre question, c'était sur le... Je me souviens même plus. Je vous avoue. Si les gens étaient informés ou si les entreprises allaient plus vite. Est-ce qu'ils sont prêts à acheter ou est-ce que ça va se démocratiser ou il y a encore tout un travail d'information et de comment dire oui, pour faire connaître tous ces produits-là aujourd'hui. Alors il y a une autre question justement sur est-ce que les objets connectés vont révolutionner les business models en place? Est-ce qu'il y a tout un marché qui se profile à l'horizon? On en est où? Il y a un marché énorme. On prévoit que... Bon, il y a des chiffres qui circulent. On dit qu'en 2020, on aura 80 milliards d'objets connectés, avec des millions et des milliards d'activités économiques derrière. C'est très difficile d'en trouver. Ce qui est certain, c'est que où est le modèle économique? Où est le business model là-dedans? Ce n'est pas seulement de vendre des objets. Et en fait, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que derrière ça, la véritable manne économique pour ces entreprises, c'est les données qu'elles collectent. C'est le big data. Donc, c'est quelle exploitation vont faire du big data. Par exemple, Jawbone, aujourd'hui, en ayant vendu quelques millions de bracelets connectés dans le monde, arrive à avoir une vision mondiale des habitudes des gens en matière de sommeil. Ils savent que les Français dorment plutôt aux environs de 8 heures, que les Asiatiques dorment beaucoup moins, à quelle heure ils se réveillent, etc. Ils arrivent à agréger toutes ces données. Et si on fait ça dans tous les domaines, c'est pareil pour les données de santé et le poids. Il ne s'agit pas de savoir que vous, monsieur ou madame un tel, vous pesez tant. Ça, à la limite, ça ne les intéresse pas. En revanche, de savoir que dans telle région de France, on pèse grosso modo le poids moyen, c'est plutôt ça. Dans d'autres régions, en fonction des tranches d'âge, c'est autre chose. Ce sont des données qui sont hautement qualitatives, qui peuvent valoir beaucoup d'argent, et c'est ça qui intéresse aujourd'hui ces entreprises. Hein. Alors on va maintenant passer à la start-up de la semaine et on va accueillir tout de suite le cofondateur de Meg. Bonjour Franz Zezin, bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous êtes le cofondateur de Meg, Mind Every Garden. Alors qu'est-ce que c'est Meg? Donc Meg, c'est une start-up qu'on a fondée avec mon associé Raphaël Seyfried autour d'une problématique toute simple et qui concerne beaucoup de personnes. On a tous envie d'avoir des plantes, mais c'est toujours assez compliqué de s'en occuper. On ne sait pas pourquoi elles meurent, est-ce qu'elles ont des problèmes, etc. Donc partant de là, avec mon associé, on a décidé, il y a 1 an et demi à peu près, de fonder la start-up et de créer des objets qui allaient aider les gens à profiter du végétal, à s'occuper de leurs plantes et même à apprendre de leurs plantes au quotidien. Donc, oui, dites-moi. Alors du coup, vous êtes dans un incubateur. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc Meg est accueillie depuis ses débuts par un incubateur qui est Paris Pionnière, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier, et qui nous accompagne avec toute la structure en fait, et qui nous permettent donc de structurer le développement de nos produits. Alors comment fonctionne votre pot de fleurs intelligent? Je crois que vous l'appelez comme ça. Voilà, donc en fait le premier produit de Meg, c'est un pot de fleurs intelligent. Donc c'est un pot de fleurs qui mesure à peu près 40 cm de haut, donc une certaine taille, et qui fonctionne avec une application smartphone. Donc je vais en parler en deux parties. Donc on a le pot de fleurs qui a une réserve d'eau d'à peu près 4 litres, qui lui permet d'arroser automatiquement différents types de plantes. Et on a l'application qui permet de paramétrer le pot de fleurs. C'est-à-dire, donc, on comprend comment ça se passe concrètement. Imaginons que vous achetez le pot de fleurs. Donc, vous prenez l'application, vous choisissez votre type de plante. Imaginons une plante verte fleurie. À partir de là, tout le pot va se paramétrer en fonction des besoins de cette plante, de ce type de plante. Donc, il y a des capteurs à l'intérieur, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, on a un capteur d'humidité qui va déclencher l'arrosage automatique en fonction des besoins de la plante. Donc, lorsque la terre est sèche, l'arrosage se fait tout seul. Il y a un capteur de luminosité qui vous informe en temps réel si la plante est sous-exposée pendant trop longtemps. Ça vous permet de la déplacer. Température, etc. Et aussi, grâce à cette application, on voulait pouvoir, tout au long de la vie du produit, envoyer des notifications push aux personnes, leur indiquant des petits gestes
mensuels à faire pour que leur plante aille encore mieux. Vous pouvez détecter les maladies des plantes ou via l'humidité, via tous ces capteurs, vous pouvez voir? Pour le moment, on ne peut pas détecter les maladies des plantes, mais par contre, on peut accompagner l'utilisateur dans sa façon de regarder sa plante pour voir est-ce qu'elle est malade ou non, etc. Et c'est un des gros avantages des objets connectés via les applications. Ça permet en fait aux marques d'être avec le consommateur tout au long de la vie du produit. Et les gens peuvent choisir s'ils ont les push ou pas sur leur téléphone? Comment ça marche? Ils peuvent choisir de ne pas les avoir et nous on recommande de les avoir parce que ça fait partie du service justement. Voilà. Et au-delà de la partie purement entretien du végétal, on voulait que le pot de fleurs fasse aussi rendre un service un peu ludique aux personnes. Et donc c'est un pot de fleurs qui est lumineux. C'est-à-dire que vous pouvez décider de le personnaliser entièrement. Décider qu'il va s'allumer en bleu, en rouge, qu'il va s'éteindre à une certaine heure. Et donc c'est un objet qui d'une part prend soin de la plante et on peut dire en quelque sorte prend soin de votre intérieur en parallèle. Il peut accueillir quel type de plantes? Des gros arbres, des petits arbres, Ce qui est bien, c'est que vu, donc je répète, il a à peu près 40 cm de haut et 30 cm de diamètre, on peut mettre des plantes jusqu'à 1,50 m de hauteur. Très bien. Maximum. Il sera commercialisé quand? Il sera commercialisé chez Leek à partir de mi-novembre, donc juste pour les fêtes de Noël. D'accord. Donc c'est un pot qui sera à 199 € prix de lancement. D'accord, très bien. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé. Merci Jérôme Colombard, merci Franz Zezin. Merci beaucoup. On se retrouve même heure, même jour la semaine prochaine. À très vite.